Pour ce mois de juin 2022, l'Université ouverte de Versailles continue de vous ouvrir ses archives sonores en vous faisant découvrir ou redécouvrir la conférence du Paradis au Jardin de Rome, extraite du cycle L'Art des Jardins, donnée par M. Pierre Lemâtre, professeur émérite de l'Institut national d'horticulture. Cette conférence est extraite du programme universitaire qui avait été donné en 2008-2009 dans nos locaux. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une excellente écoute. Le thème de la conférence d'aujourd'hui porte sur les origines autant qu'on puisse les connaître, du jardin et bien sûr dans notre tradition judéo-chrétienne, le premier jardin auquel on pense, c'est bien sûr le paradis terrestre. Ce paradis terrestre fait partie donc de notre culture. Et tout le monde a en tête cette phrase « Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden ». Cette idée du paradis que nous avons perdu a marqué de façon extrêmement forte, je dirais presque toute notre civilisation. Il n'est pas question pour moi, bien sûr, ici de décrire le paradis terrestre, mais plutôt ni de vous donner la liste des végétaux qu'on pouvait y trouver, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi c'est le mythe du jardin a si fortement inspiré et impressionné les auteurs bibliques. Ce paradis perdu, ce sentiment de paradis perdu, je dirais presque de punition, est un sentiment que l'on retrouve dans beaucoup de civilisations et en particulier chez les Grecs, pour qui l'âge d'or a pris fin une fois que Prométhée eut dérobé le feu aux dieux et les donné aux hommes. Bon, ils n'ont pas été chassés de ce lieu de l'âge d'or, mais ils ont quand même été punis. Je vous rappelle que Pandore, paré de toutes les séductions, a été envoyée aux humains et il ne faut pas oublier qu'elle était accompagnée d'une certaine boîte qui, d'après les Grecs, nous a joué bien de mauvais tours. Mais revenons à notre tradition. Il est certain que la Mésopotamie, au début de notre histoire, n'a pas été appelée le croissant fertile que grâce à une gestion raisonnée de l'eau. Des réseaux de canaux savamment tracés, régulièrement entretenus par un travail constant, permettaient d'irriguer ce terrain très ingrat et de transformer le pays qu'on peut qualifier de semi-désertique en une riche région agricole. Dans une telle région, un jardin verdoyant où toutes les espèces et toutes les cultures et tous les animaux poussaient naturellement sans soin, sans soin et surtout sans travail régulier, sans travail harassant comme ça devait l'être, préfigure bien l'idée du paradis. Cette idée du paradis, le terme même de paradis indique bien la notion de jardin. On pense maintenant que le terme paradis est dérivé d'un mot grec paradiseios,
lui-même ayant pour origine un vocable perse qui signifiait lieu clos, jardin clos. À l'époque où le livre de la Genèse a été écrit, il devait exister quelques rares jardins d'agrément, bien que certainement plus tardifs, et le célèbre jardin de Babylone, jardin suspendu. Voilà. Jardin suspendu de Babylone, dont l'histoire a conservé la mémoire grâce à trois descriptions que je vous rappelle. La première, la plus ancienne, mais enfin elle date du début du 1er siècle avant Jésus-Christ par Diodore de Syracuse, puis Strabon 80-90 ans après, et Quinte Curse carrément un bon siècle ou un siècle et demi après. Incontestablement, de ces trois descriptions, de ces trois présentations, la première, celle de Diodore, est de loin la plus intéressante, la plus longue et bien sûr la plus détaillée, la plus complète. Des travaux récents, des fouilles archéologiques récentes font penser que ce jardin extraordinaire dont la mémoire a traversé les siècles n'était certainement pas à Babylone. Mais enfin, je ne rentrerai pas dans cette querelle. Vraisemblablement, la réputation un peu sulfureuse de Babylone a fait qu'on lui a attribué énormément de choses que l'on sait maintenant n'ont jamais existé à Babylone, mais bien ailleurs, et c'est vraisemblablement le cas de ces jardins suspendus. On pense maintenant d'ailleurs que ces jardins devaient être un peu plus au nord, à Ninive, qui est un site que l'on a un peu moins fouillé, un peu moins bien étudié, mais qui reste certainement porteur de beaucoup de découvertes. Alors, quoi qu'il en soit, revenons au texte de Diodore qui nous apporte un certain nombre de précisions. Tout d'abord, la période de sa création. Il aurait été créé après le règne de Sémiramis, mais qui est Sémiramis? Ça ne fait que déplacer le problème. Sémiramis est un personnage mythique qui n'a jamais existé. On lui attribue quand même une certaine, comment dirais-je, une certaine vérité historique en se basant sur une reine de la même période, Samuramat, qui a été régente du royaume de Babylone pendant la minorité de son fils. Et on pense que Samuramat est devenu Sémiramis, et là encore, on a certainement beaucoup brodé sur l'existence et sur les faits de cette personne. Alors, cette précision nous permet quand même de fixer la création des jardins suspendus vers une période assez élastique, quand même entre 800 et 750 avant Jésus-Christ. Après la période, l'origine, quelle est la cause qui est à l'origine de ces jardins? Ces jardins auraient été réalisés pour plaire à une concubine originaire de Perse et qui avait la nostalgie des jardins de son pays. Vous voyez que les jardins suspendus de Babylone sont loin certainement d'être les premiers dans l'histoire. Alors je vous cite cette anecdote parce que nous retrouverons le souhait d'une concubine voulant retrouver les paysages de son pays d'origine à Pékin, en Chine, dans le courant du XVIIIe siècle. L'histoire, à peu de choses près, se répète.
Le troisième volet est de loin le plus intéressant, c'est la technique. Le jardin était, Diodore donne les dimensions d'un carré de 120 mètres de côté, avec des terrasses successives, l'ensemble ressemblant à un amphithéâtre. Les terrasses étaient soutenues par des colonnes dont les plus hautes atteignaient 25 mètres, portant la dernière terrasse au niveau de la balustrade des remparts. Alors, cette gravure, ou ce dessin, cette peinture même, a été réalisée à la fin du XIXe siècle par un archéologue allemand, Karl Koldewey, qui a fouillé et bien étudié le site de Babylone, et le résultat, ils ont transcrit le résultat de ces recherches dans un tableau montrant une porte célèbre, la porte d'Ishtar, dont il ne reste pratiquement plus rien, et on peut voir ici à droite ce qui serait, ce qui aurait pu être les jardins suspendus de Babylone. Et on voit bien que là encore, la description de Diodore est respectée. La plus haute terrasse arrive pratiquement à la hauteur des balustrades des remparts. Voilà à peu près, ce dessin est également, donne à peu près l'aspect que devait avoir, autant qu'on puisse le connaître d'ailleurs, devait avoir cet ensemble de terrasses superposées. Diodore continue en donnant tout petit peu plus de détails, fort intéressants. Les murs étaient solidement construits, on s'en doute, et avaient 6 mètres d'épaisseur. Les terrasses étaient formées successivement par des dalles de pierre d'environ 4 mètres sur 1 mètre. Par-dessus ces dalles était disposée une bonne épaisseur de roseaux mêlés d'asphalte, qui devait, je pense, assurer ce que l'on appelle maintenant le rôle d'une couche drainante. Puis ces roseaux mêlés d'asphalte étaient surmontés d'une double rangée de briques cuites, cimentées au plâtre. Enfin, l'ensemble était recouvert de feuilles de plomb pour assurer l'étanchéité, et par-dessus tout ça, enfin, une couche de terre sur laquelle étaient plantés les arbres, enfin les végétaux. Une dernière précision nous permet de savoir que l'une de ces colonnes était creuse pour recevoir tout le système d'adduction d'eau, tout le système d'arrosage. Alors, il est assez intéressant de constater à un détail important près que cet ensemble de couches superposées est encore à l'heure actuelle utilisé, avec quand même un détail, une modification importante, la couche imperméable est la première, les autres étant superposées. Donc là, on peut supposer que Diodore a fait une inversion. Les feuilles de plomb devaient être directement sur les pierres pour éviter, bien sûr, que l'eau ne s'infiltre dans les colonnes. Alors voici sur cette photo ce qui a été fait dans les années 70 lors du raccordement du périphérique à l'autoroute de l'Ouest. Il y a un certain nombre de passages souterrains et nous retrouvons très exactement les mêmes couches
Voici ici la couche imperméable qui est collée littéralement sur la structure. Ici, une couche relativement épaisse que vous voyez grise de béton sans sable qui est la couche drainante qui permet à l'eau de s'écouler. Par-dessus, qui a un peu migré, mais vous la voyez, vous la retrouvez ici par endroits. C'est une couche filtrante que l'on appelle une couche que l'on appelle filtrante et qui est faite de tourbe. Alors cette tourbe, quand on l'a étalée, a un peu débordé et c'est pour ça que vous la retrouvez ici sur le bord du tunnel. Et par-dessus tout ça, vous voyez une épaisse couche de terre qui permet de refaire la végétation dans ce secteur. Les autres descriptions de ces jardins sont, à mon avis, moins intéressantes. En particulier, Strabon donne des détails de construction surprenants. Il parle de terrasses soutenues par des piliers creux remplis de terre permettant de contenir les racines des plus grands arbres. Alors ceci est complètement vraiment très surprenant parce que les racines des arbres ne vont que dans les endroits humides et si l'on veut que les racines des arbres aillent dans les colonnes, il faut que la terre des colonnes soit humide et ça pose des tas de problèmes de résistance de matériaux. Vraiment, là, il y a un détail vraiment très surprenant. Et également, cette description, oui, m'excuser, voilà, non, c'est pas tout. Voilà. Cette description de Strabon, en plus de cette anomalie dans la constitution des colonnes, nous informe que l'étanchéité était faite par une épaisse couche d'asphalte. Alors l'asphalte est bien imperméable à l'eau, mais il est parfaitement perméable aux racines, comme vous le montre la photo de ce morceau d'asphalte. C'est la photo disons, qui a été prise à la suite, après que l'on ait fait, quand j'étais à Versailles encore, des essais justement de résistance à la pénétration racinaire de matériaux pour étanchéifier les terrasses. Et le produit témoin était l'asphalte, bon, qui était bien imperméable à l'eau, mais vous le voyez, qui n'est absolument, je ne dirais pas qu'il est très perméable, mais on voit quand même que des racines passent à travers apparemment sans aucune difficulté. Et là, il y a encore comment dirais-je, une anomalie dans la description de Strabon. Enfin, le dernier, Quinte Curse, ne donne, lui, aucun détail technique, c'est une description très brève, mais raconte, comme Diodore, qu'une femme est à l'origine de ce jardin. Alors, revenons quand même à des choses plus horticoles. Quels végétaux pouvaient être plantés dans ce jardin? Bien sûr, des palmiers, également un certain nombre d'autres végétaux. J'ai établi une liste, bon, je ne dirais pas un peu fantaisiste, mais avec quand même qui appelle un certain nombre de remarques. Du palmier dattier, du platane d'Orient, cela ne posait pas de problème. Du tamaris, il y a des tamaris dans l'Asie mineure qui supportent très bien le climat et éventuellement la sécheresse.
le peuplier blanc n'est pas surprenant. Il supporte, bon, comme tous les peupliers, il a besoin d'endroits humides, mais peut-être un petit peu moins que les autres d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est vraisemblable qu'il y ait eu du peuplier blanc. Par contre, le saule de Babylone, qui est un saule pleureur, l'un des deux saules pleureurs, celui-là, je pense, ne devait pas faire partie du paysage de ce jardin. C'est quand même une plante qui aime les endroits humides. Bon, quelques arbres fruitiers, figuiers, pêchers, pistachiers, et puis des petits arbustes comme du buis, de la myrte, des roses très certainement, du jasmin également, et puis des tulipes, mais pas n'importe quelle tulipe, vraisemblablement ces petites tulipes très courtes et à période de végétation extrêmement brève, qui poussent naturellement dans les steppes de l'Asie centrale. Voici l'une de ces nombreuses petites tulipes, c'est celle-ci est Tulipa turkestanica, et on peut supposer que c'est une plante qui devait certainement être utilisée dans ce jardin. Si ces jardins de Babylone ont laissé un souvenir extrêmement important, comme je vous le disais en commençant, ils ont peut-être un petit peu trop malheureusement occulté d'autres jardins beaucoup plus anciens. Et ces jardins les plus anciens, nous en avons quand même quelques images en Égypte. Alors voici la reproduction de la vue d'un jardin égyptien datant du règne d'Aménophis III, 15e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est là, on saute vraiment, on fait un bond dans le temps, on recule pratiquement d'un millénaire. C'est une tombe, et on l'a trouvée dans une tombe qui avait été étudiée par un Italien, Ippolito Rossellini, et ceci en 1834. Donc c'est une découverte plus ancienne. Alors, si on peut penser que que nous avons là ici la représentation du plan du jardin, avec un axe de symétrie, des pièces d'eau régulières, symétriquement disposées, de chaque côté de l'axe, un parterre central vraisemblablement abrité, une sorte de pergola abrité par de la vigne. Le reste ne nous permet pas tellement de savoir la façon de dessiner des Égyptiens qui dessinaient aussi bien les personnages que les végétaux ou les autres objets de profil, ne nous permet pas de savoir exactement. On peut penser bien sûr qu'il y avait des alignements, c'est vrai, mais si, comment dirais-je, on redresse en quelque sorte en particulier les arbres qui sont là, on voit qu'il doit y avoir, on imagine assez facilement qu'il doit y avoir des vides, en fait. Alors, quels sont ces végétaux? Alors, des palmiers dattiers qui sont assez bien représentés, des alignements ici de palmiers dattiers, que l'on reconnaît bien grâce à leur bouquet de palmes et à leur régime de dattes, et également grâce aux drageons qui poussent à leurs pieds. Ce sont ces choses-là qui sont des jeunes pousses qui partent au pied des palmiers dattiers. Le palmier dattier est l'un des rares palmiers à drageonner. Les autres sont des végétaux à une seule tige. Un petit détail quand même, certains de ces palmiers
semble ramifié. En fait, je pense que ce doit être une interprétation de l'artiste, comme ces palmiers, je vous l'ai dit, drageonnent. Quelquefois, l'un des drageons se développe de façon très importante et on a un palmier à deux tiges au lieu d'une, comme dans le cas général. Alors voilà, ici, là, on retrouve très bien l'allure des palmiers qui sont dessinés, qui sont représentés. Voici ici l'explication. Un palmier, ces palmiers dattiers drageonnent de façon extrêmement classique. Ce sont donc ces drageons, ces pousses au pied que l'on retrouve également sur le dessin. Et puis, bien sûr, il y avait d'autres plantes. Près des pièces d'eau, les cypérus. Alors, deux cypérus, vraisemblablement, qui sont originaires à peu près de la même région. Cypérus alternifolius, qui est le papyrus que l'on cultive quelquefois en pot, à petites feuilles et à faible développement, mais surtout le Cypérus papyrus, c'est le vrai papyrus du Nil, celui qui a été utilisé pour faire la fabrication du papier. Également les conifères très stylisés que vous avez aperçus, je n'ai pas réussi à mettre de nom dessus. Ils sont vraiment trop stylisés, ce sont vraiment des pins, mais des pins avec une forme aussi régulière. C'est quelque chose d'assez difficile à trouver dans la nature, même dans les jardins d'ailleurs, il faut des pins jeunes d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années d'existence pour qu'ils aient cette forme extrêmement régulière. Ceci est en contradiction avec l'âge éventuel des palmiers qui, eux, sont de vrais palmiers adultes qui ont au moins une quarantaine, sinon une cinquantaine d'années. Enfin, une tulipe, une autre tulipe méditerranéenne, celle-là que l'on trouve encore dans certaines régions à l'état naturel, dans certaines régions du pourtour méditerranéen, et que l'on trouve également maintenant dans le commerce. D'autres jardins ont également été décrits. Là, nous revenons en Asie mineure. Un roi, le roi Sugon II, roi d'Assyrie, raconte dans ses mémoires qu'il fonda sa capitale au début du 8e siècle. Là, nous revenons un peu, nous refaisons un saut dans le temps. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc quand même avant, autant qu'on puisse le savoir, avant que ne soient créés les jardins de Babylone, créa donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, près de Ninive, sa capitale et y aménagea en même temps ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un jardin botanique, dans lequel il fit planter toutes les essences des régions environnantes, y compris, petit détail intéressant, y compris celle du pays des Hittites, c'est-à-dire qu'il était quand même allé envoyer chercher ces espèces quand même relativement loin en Asie mineure. Alors, le dernier exemple de jardin, dont les derniers exemples de jardins dont je vous parlerai, sont les jardins romains, qui, eux, nous ont laissé quand même beaucoup plus de souvenirs précis et qui ont été également peut-être un petit peu plus étudiés. Il y avait plus de matière, c'est normal. Ces jardins romains ne voient guère le jour qu'avec l'Empire, au moment où
l'Italie est complètement passée sous la domination de Rome et où Rome s'étend progressivement pratiquement à tout le bassin méditerranéen. C'est une période pour l'Italie de tranquillité et surtout de richesse. Je traiterai deux exemples qui m'ont paru les plus intéressants, ceux de Pompéi d'une part et la villa d'Adrien à Tivoli d'autre part. Les maisons romaines, enfin tout au moins la plupart des maisons romaines sont construites selon un plan extrêmement classique que l'on retrouve partout dans toutes les villes romaines, quelle que soit la latitude ou quel que soit le climat. Vous avez ici une photo prise à Pompéi de l'entrée d'une de ces maisons romaines et on peut voir pratiquement toute l'enfilade de cette maison. Là, nous avons l'atrium, qui est la porte d'entrée, ici avec des mosaïques représentant diverses, souvent un chien, pour rappeler qu'il faut faire attention aux chiens méchants. Là, c'est tout simplement une scène de chasse. Ces maisons sur le bord de la rue sont quelquefois bordées de boutiques, mais ça n'est pas, disons, le cas général. Ensuite vient l'atrium avec un petit bassin qui reçoit les eaux pluviales, et ensuite ce passage ici est le tablinum où se trouvent les dernières pièces dans lesquelles pouvaient rentrer les étrangers et qui souvent faisaient office de bureau. Et puis derrière, la partie essentiellement privée avec un espace relativement grand, largement ouvert, que l'on appelle le péristyle et qui était bordé de pièces à vivre telles le triclinum, la salle à manger et diverses chambres et diverses pièces de réunion familiale. Cette disposition, encore une fois très classique, est celle que l'on retrouve dans la partie ancienne de Pompéi, celle qui s'est, pour ceux qui connaissent, c'est la partie ouest. À l'est, par contre, s'est développé un quartier de riches demeures qui ne répondent plus tout à fait à ce schéma. Les maisons y sont plus grandes, donc les pièces ne seront plus en enfilade comme c'est le cas dans ces maisons, disons, je ne dirais pas primitives, mais dans ces premières maisons, avec plus richement décorées et présentant souvent un grand jardin extérieur où l'eau joue un rôle important. Alors la différence essentielle, nous allons le voir sur quelques exemples, entre ce premier type de maison et celles qui ont été construites après, c'est la présence de l'eau qui a été permise par la construction d'un aqueduc. Généralement, on fixe la construction de cet aqueduc qui va pouvoir apporter de grandes quantités d'eau à cette ville et daterait d'Auguste. Alors, comment étaient ces jardins? Comment étaient-ils disposés et quels végétaux y étaient plantés? Nous pouvons répondre partiellement grâce à un remarquable travail réalisé par Wilhelmina Jasemski, qui est professeur à l'université de Princeton et qui a permis de savoir presque avec précision comment étaient plantés ces jardins en étudiant
les traces laissées dans le sol primitif par les végétaux ligneux. Alors, il faut penser qu'au moment de l'éruption, bon, les parties aériennes des végétaux ont été carbonisées quasi instantanément, et à part peut-être un petit peu de cendre, c'est tout ce que nous pouvons récupérer. Par contre, la partie racinaire ligneuse, elle s'est trouvée recouverte d'une épaisse couche de cendres, et elle s'est consumée, des cendres chaudes bien sûr, et ces racines se sont consumées bien plus lentement, et au fur et à mesure de cette combustion lente, l'emplacement des racines s'est trouvé remplacé progressivement par de la cendre volcanique. Et l'idée de Madame Jamensky est tout simplement de décaper. Alors là, c'est un travail vraiment d'archéologue qui se fait vraiment à la petite cuillère, vous allez voir, décaper la couche de cendre jusqu'au niveau du sol en évitant de tout retourner. Une fois qu'on a le sol, on est au niveau du sol originel, on met en évidence des petites cavités, des points, des trous, dans lesquels se sont accumulées ces cendres qui ont une couleur bien caractéristique, grise. Puis, à ce moment-là, on fait agir la petite cuillère et on vide progressivement les cendres qui sont dans ces emplacements. Et une fois que tout est vidé, on coule tout simplement un béton liquide à l'intérieur, et on peut obtenir un véritable moulage du système racinaire. Alors, ce système racinaire, ces emplacements permettent de... Voilà. Voilà le résultat de cette recherche. Il s'agit de la maison de Polybe, qui est une maison du premier quartier dont je vous ai parlé. Nous retrouvons ici le péristyle. Voilà, ici, c'est une toute petite maison parce que le péristyle ne fait apparemment pas complètement le tour d'ailleurs. Il apparaît comme étant mitoyen avec une maison voisine, ce qui est quand même assez rare. Mais nous voyons, ce qui est plus intéressant sur cette photo, nous retrouvons ici 5 emplacements racinaires extrêmement de plantes d'arbres adultes, et vraisemblablement des arbres fruitiers. Et puis nous avons toute une série de ronds plus ou moins importants comme celui-ci, mais en y regardant bien, tous ces points qui paraissent noirs sont en fait, j'ai eu un petit problème lors du tirage de cette photo. En fait, ce sont des cercles, et ces cercles correspondent à l'emplacement de piquets. Alors, piquet qui devait vraisemblablement soutenir une treille de vigne, et nous avons là, avec disons, cet ensemble de systèmes racinaires très développés, ressemblant beaucoup, rappelant le système racinaire d'arbres fruitiers, vraisemblablement des pommiers. Nous avons là je dirais pratiquement un petit verger. On est loin d'avoir un jardin d'agrément, c'est quelque chose de très particulier. Alors, cet aspect verger, l'orientation vers le verger est accentuée parce que ce que l'on voit au milieu, ceci, là, et la trace au sol, vous voyez que le travail a été délicatement réalisé, ceci est la trace au sol d'une échelle carbonisée.
Donc, si une grande échelle comme ça laissait supposer qu'il devait y avoir vraisemblablement des arbres fruitiers dans lesquels on grimpait pour aller cueillir vraisemblablement les pommes ou bien d'autres choses. Voilà quelle est plus généralement l'allure du péristyle dans la plupart des maisons. Ces péristyles ont malheureusement été dégagés un peu brutalement et on n'a pas pu leur appliquer la technique d'investigation que je vous ai décrite. Là, la plantation a été refaite après une plantation libre qui vraisemblablement correspond à ce qui devait exister. D'autres péristyles sont beaucoup plus raffinés. Certains sont même, vous l'apercevez dans le fond, extrêmement bien décorés de peintures, de fresques. C'est la villa de Vénus à la coquille qui tire son nom de, bien sûr, cette fresque présentant Vénus. Là, nous avons quelque chose de plus classique disons de plus traditionnel, un axe central avec des massifs de chaque côté. L'axe central a été dégagé, c'est l'axe, vraisemblablement l'axe d'origine, et de chaque côté, il y a des massifs. Là encore, on a replanté en bordure de ces massifs du buis, je crois. C'est vraisemblable. Cela correspond très certainement à ce qui devait être à l'époque. Également, on a retrouvé un certain nombre de statues dans ces villas riches. L'une de celles-ci est la seule qui soit restée en place. Il s'agit d'un Apollon. Les autres, la plupart des statues, même pratiquement toutes ces statues, de même que les fresques, ont été mises à l'abri dans des musées. Dans la partie ouest, dans la partie est, pardon, comme je vous le disais tout à l'heure, les villas ont vraiment une autre allure. Il y a toujours un axe central, c'est vrai, mais on voit ici l'art de vivre a complètement changé. Ici, c'est la maison d'Octavius Quartio, qui présente un jardin assez original, avec à l'entrée une sorte de portique abritant une fontaine. Alors la fontaine malheureusement n'est pas sur la photo, elle est, je me suis installé, pardon, je me suis... Voilà. Oui, j'ai pris la photo de l'emplacement de cette fontaine, mais on ne pouvait pas tout avoir. Vous le voyez ici, un canal central bordé. Alors là, c'est quelque chose de très formel, je dirais presque de très classique au sens français du terme, un canal central avec des massifs, des plates-bandes de chaque côté, bordés, vous voyez, délimités par des barrières et également limité de chaque côté par une autre allée, et il devait y avoir très certainement, on le devine ici, une plantation de vignes qui devait abriter, créer un ombrage très apportant la fraîcheur pendant l'été. Alors, cette disposition, vous le voyez, se retrouve sur une vue aérienne de cette villa. La photo a été prise, alors nous avons ici les différentes pièces, la photo a été prise d'ici.
c'est quelque chose d'extrêmement grand, beaucoup plus vaste que ce que nous avons vu sur les photos précédentes. C'est très large, il y a beaucoup d'espace. Malheureusement, là, nous n'avons pas pu, non, on n'a pas pu relever les emplacements des terrasses, des traces des végétaux. Ce jardin a été dégagé dans les premiers avant qu'on ait mis au point. C'était la technique que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, vous le voyez ici, le premier canal, ici un petit temple et le canal qui continue et qui va jusqu'au bout de la propriété. Encore une fois, là, on change de dimension dans ces jardins. Une autre maison dont je vous parlerai est la maison de Julia Félix, qui, elle, présente, alors elle est complètement dans la partie est de Pompéi. C'est vraisemblablement l'une des dernières à avoir été construite. Elle est vraiment une villa extrêmement luxueuse. Ça se voit aux colonnes du péristyle, qui ne sont pas des colonnes rondes en pierre plus ou moins bien taillées, ce sont des colonnes en marbre sculptées qui ont, elles, parfaitement résisté d'ailleurs à la catastrophe qui a détruit pratiquement tout le reste de Pompéi. On aperçoit le jardin dont le plan est ici. Alors la photo a été prise ici, sous cet abri, et les colonnes supportent ce toit. Et vous le voyez, il y a en fait pratiquement deux jardins imbriqués l'un dans l'autre. Un jardin de péristyle, j'oserais pas dire de classique, mais enfin traditionnel, avec quand même les caractéristiques que je vous ai données, et un espace beaucoup plus grand qui... Alors là, on ne sait pas à quoi était destiné cet espace. Est-ce que c'était un verger? Est-ce que c'était un espace cultivé? Ou est-ce que c'était un espace libre, enfin libre plus ou moins paysager, à la façon dont on pourrait l'imaginer maintenant? Là, toutes les hypothèses sont permises. Par contre, si nous revenons ici au jardin du péristyle, nous retrouvons là aussi un axe, un canal central beaucoup plus large que dans le cas précédent, qui est, vous le voyez, décoré de niches en quelque sorte, et qui est surmonté de trois ponts. Qui, en fait, ces trois ponts recouvrent des séparations qui isolaient quatre compartiments dans lesquels on élevait des poissons. Voilà ici ce que l'on peut dire de ce jardin. Là encore, les replantations qui ont été faites dans les jardins sont des plantations libres, mais qui ne représentent pas, encore une fois, toujours l'état des jardins romains. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il y avait beaucoup plus, enfin, on sait maintenant avec certitude qu'il y avait incontestablement beaucoup plus de végétaux dans ces jardins, beaucoup plus, ces végétaux étaient plus variés que ce que j'ai pu vous dire sur le jardin égyptien ou sur les jardins de Babylone, dont, encore une fois, il ne reste plus rien. Bon, il y avait bien sûr des lauriers roses, des pins parasols. Ça, ce sont des espèces environnantes que l'on trouve spontanément
dans la campagne, mais les mosaïques et les peintures nous montrent beaucoup de choses, des choses beaucoup plus variées, en particulier dans les fruitiers. Voici des grenadiers, voici ici un lys, bon, un peu stylisé. Je ne connais pas de lys à la tige ramifiée, mais ou si elles sont ramifiées, les ramifications sont beaucoup plus courtes que ça. Et voici ici également un figuier. Et là, alors ça n'est pas du maïs. Le maïs n'avait pas encore été introduit. Vraisemblablement une graminée, peut-être du millet, peut-être. Mais là encore, beaucoup de doutes subsistent. Alors, d'autres mosaïques ou d'autres documents sont beaucoup plus intéressants. Voici ici une mosaïque qui a été relevée à Pompéi, que l'on trouve maintenant au musée du Vatican et dont j'ai obtenu l'autorisation de projection, l'autorisation gratuite de projection, et je suis bien heureux de vous en faire profiter. Là, nous retrouvons énormément de choses, et cela ouvre je dirais pas, pose une question: qu'y avait-il réellement dans ces jardins? Et l'on retrouve des végétaux que nous connaissons bien. Il y a ici des volubilis, là derrière des giroflées, ici un groupe de deuillets, des narcisses, alors des narcisses à grandes fleurs blanches ici, des narcisses à petites fleurs jaunes ici, des roses bien sûr, des pivoines, ici une tulipe. Vous voyez, on a énormément de choses très contemporaines. Ceci est intéressant, très intéressant à observer. Alors, voici la liste des végétaux que l'on peut établir. C'est certainement une liste incomplète d'ailleurs. Si l'on pouvait analyser des cendres ou non pas des cendres, mais des charbons, des fragments de bois carbonisés, je pense qu'on aurait certainement beaucoup plus de surprises. Malheureusement, il ne reste rien à part les racines, et déterminer un arbre par ses racines, c'est quand même un tour de force difficile à résoudre. Bon, pin, cyprès, cédratier, ça c'est très important, grenadier, figuier, poirier. La présence de fruitiers est attestée, alors non seulement par les dessins, les figures, les textes, mais également par les mosaïques. Beaucoup de mosaïques représentent des guirlandes, et des guirlandes de fruits. Laurier, bien sûr, ne pas l'oublier, laurier rose, laurier thym, arbousier, myrte, vigne, acanthe, bien sûr, c'est normal, pavot. C'est assez surprenant, mais certaines images ne laissent pas de doute sur la détermination de l'anthémis et des rosiers. Alors, les fleurs de la mosaïque que je vous ai présentées: rose, pivoine, narcisse, jaune et blanc, œillet, volubilis, giroflée, tulipe et lys, c'est voilà ce que. Alors, on est quelquefois tenté comment dirais-je, de vouloir faire vivre un peu des ruines, et quelquefois vous pourrez voir cet essai ces tentatives d'humanisation de ces ruines, ou de revitalisation de ces ruines par la plantation de quelques plantes à fleurs dans les jardins. Alors, je pense personnellement qu'il aurait mieux valu ne rien faire, plutôt que de planter dans les ruines d'une ville romaine des pieds de géranium. Je vous rappelle que le géranium a été introduit en Europe au XVIIe siècle. Là, il y a un anachronisme flagrant. Alors, le dernier jardin, enfin jardin, si on peut appeler ça jardin d'ailleurs, dont je vous parlerai, est la villa d'Adrien. C'est plutôt un site qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'art des jardins.
Alors, un mot sur Hadrien, qui était un empereur sage, mais un personnage un peu complexe, pour ne pas dire compliqué. Il était passionné d'art, et en particulier de peinture et d'architecture, et l'on pense que la villa d'Hadrien est, je ne dirais pas son œuvre, mais a été conçue et vraisemblablement partiellement dessinée par lui. C'était un voyageur infatigable. Il a parcouru son empire, qui, Dieu sait, à l'époque était grand, et alors au sommet de sa gloire. C'était également un philosophe et un entrepreneur dans tous les domaines. Il nous a laissé, enfin, je n'oserais pas dire son chef-d'œuvre, mais son chef-d'œuvre au sens où c'est l'œuvre qui couronne son règne, et qui est cette œuvre absolument gigantesque, unique, et gigantesque à tel point qu'on se demande encore jusqu'où elle peut s'étendre. Actuellement, la surface qui a été explorée, qui est représentée sur ce dessin, sur ce plan, comprend environ une soixantaine d'hectares. Mais l'on pense, on a de bonnes chances de penser, de bonnes raisons de penser que, étant donné ce que l'on voit dans la campagne environnante et les quelques sondages qui ont été faits, on a de bonnes chances, de bonnes raisons de penser que ce site s'étendrait sur 250 à 300 hectares. Alors ça n'est plus une villa, c'est vraiment une ville. Alors c'est un ensemble que l'on définirait, si vous voulez, je pense maintenant, comme une association équilibrée, à la fois de parties urbanisées, construites de façon assez dense finalement, et de zones vertes. Ces zones vertes apportant un élément nouveau dans l'art de construire et d'établir des jardins chez les Romains, de l'eau calme, de l'eau qui sert de miroir. Ceci, alors que nous l'avons vu en particulier à Pompéi, l'eau est toujours canalisée, elle court plus ou moins vite, mais il est extrêmement rare dans les villes romaines d'avoir des pièces d'eau. Je vous présenterai rapidement, je vous commenterai rapidement trois sites ou trois lieux de cette villa. Alors, le premier, le Pésicle. Le deuxième est ici ce que l'on appelle de façon assez extraordinaire le théâtre maritime. Et le dernier qui à mon avis, est le plus intéressant à tout point de vue, le Canop. Voilà. Alors, le Pésicle est une longue pièce d'eau au centre d'une vaste esplanade. C'est un lieu, au décor extrêmement simple. Il était entouré d'un portique qui permettait de se promener autour de cette pièce d'eau à l'ombre, quelle que soit l'heure du jour. C'est une pièce d'eau donc sur une esplanade, et l'esplanade, malheureusement, quand j'ai pris cette photo, le temps était un peu bouché. Cette esplanade et on le voit ici, on le devine plutôt à l'extrémité, est en surplomb sur la vallée, et le paysage, moi je suis obligé de faire confiance, est absolument extraordinaire, paraît-il, avec quelques collines dans le fond. C'est quelque chose d'absolument assez extraordinaire d'intégration du paysage dans le jardin.
Alors voilà ce qui reste de la colonnade du péristyle qui entourait ce P-cycle. Le théâtre, enfin ce que l'on appelle le théâtre maritime, bien à tort, parce que ça n'a rien d'un théâtre et ça n'a rien de maritime, est une pièce d'architecture assez curieuse, ronde, on la devine par la forme, entourée d'une pièce d'eau, complètement entourée d'une pièce d'eau et d'une colonnade également d'un péristyle qui, bon, c'est une très bonne association d'architecture et de l'architecture et de l'eau. On se demande d'ailleurs pourquoi il a été appelé théâtre maritime. On ne sait pas trop à quoi servait cette pièce. Il s'agit enfin de ce bâtiment qui a été en circulaire, qui a été découpé de façon absolument assez extraordinaire en petites pièces dont les plafonds étaient en voûte et les voûtes se recoupaient les unes les autres devaient se recouper de façon absolument extraordinaire. C'est, paraît-il, on a de bons éléments, de bonnes raisons de penser que cette pièce avait été conçue par Hadrien comme une retraite dans laquelle il pouvait s'isoler pour méditer loin des fastes de sa cour qui devaient être nombreuses et parfois certainement un peu agitées. Alors, la dernière pièce est peut-être la plus connue de la villa d'Adrien, quand toutes les photos, la première photo à laquelle on pense, ou la première vue à laquelle on pense quand on parle de la villa d'Adrien, c'est celle-ci. Alors, ce canope, on a discuté longtemps sur le but, enfin l'origine et le but de cet aménagement. C'est une pièce d'eau également en longueur, calme, qui était entourée complètement par une colonnade très originale, fermée, dont les colonnes étaient rejointes par des architraves ou des voûtes. C'est quelque chose là aussi vraiment de très original. Et sous chacune de ces voûtes, il y avait une statue. On a longtemps cru que Hadrien avait voulu représenter par ces statues les différentes parties de son empire. En fait, c'est plutôt la représentation de quelques parties qui lui ont plus plu, et en particulier la Grèce et l'Égypte. Il avait fait revenir de Grèce en particulier des statues, une série de statues, et il en avait fait également copier d'autres. Alors voilà ici la copie des cariatides de l'Érectéion d'Athènes, qui à l'origine étaient déjà bien sûr des copies. Alors une autre perspective, voilà l'autre côté, bon c'est toujours les mêmes statues avec un détail sur celle que l'on voit au premier rang qui est un crocodile. C'est assez original en souvenir des crocodiles du Nil très certainement. Alors à l'autre extrémité de cette pièce d'eau, cette construction énorme sur laquelle on a longtemps discuté et les dernières interprétations en feraient tout simplement une salle à manger. Une salle à manger grandiose qui devait être bien sûr le lieu de banquets assez fastueux. Voilà, c'est l'ensemble de cette pièce.
oui, un mot quand même sur cette colonnade. Ce que l'on voit de la colonnade a été remonté au début du XXe siècle, lorsque l'on a commencé à fouiller très sérieusement, à étudier et fouiller très sérieusement cette ville-là. Et l'architecte qui était en charge de ces travaux a retrouvé dans la vase, enfin bien sèche à l'époque de ce bassin, a retrouvé un certain nombre de fragments de colonnes, de statues, de voûtes, architraves, enfin, etc. Et a remonté, a essayé avec ces fragments, de remonter une partie de cette colonnade pour que l'on puisse voir ce que devait être l'ensemble. Alors, cette reconstitution est, paraît-il, maintenant extrêmement critiquée. Ça ne serait pas du tout comme ça, ça n'aurait pas du tout été comme ça aurait été autrement, mais personne ne dit comment d'ailleurs. C'est un peu une guéguerre entre responsables de services officiels, qui ont quelquefois la critique un peu facile vis-à-vis des travaux qui ont été faits par leurs prédécesseurs. Il est à noter quand même qu'il reste, vous pouvez le voir, relativement peu de statues. La plupart des statues manquantes ont été prélevées par les dignitaires, les grands responsables de l'époque médiévale et surtout de l'époque de la Renaissance italienne, pour, un peu à l'image d'ailleurs d'Adrien, les mettre dans leur jardin. C'est pour cela que Adrien peut être considéré comme l'un des précurseurs, si vous voulez, parce que son jardin a servi de modèle, où ses idées ont été, bon, peut-être pas de modèle, mais beaucoup de ses idées ont été reprises au cours des siècles, non seulement en Italie, mais également en France. Certaines parties ou certains aménagements du parc de Versailles en particulier reprennent un peu ces colonnades, ces statues, et c'est en ce sens que Adrien peut, à mon avis, être considéré comme vraiment un précurseur dans l'art des jardins. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que Adrien avait été l'un des empereurs au moment de l'apogée de l'Empire romain, et c'est un peu sur cette dernière photo que j'arrêterai. Nous jetons un dernier regard à ce jardin, à mon avis, remarquable, car les barbares sont aux portes de l'Empire, et on va rapidement oublier de parler de jardin d'Agrébant pendant au moins 4 siècles. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bon, il nous reste un bon quart d'heure pour répondre, pour discuter et répondre éventuellement aux questions. Oui, j'ai eu l'occasion de voir la villa d'Adrien et j'avais lu qu'elle avait été faite pour le préféré d'Adrien, c'est-à-dire Antinous. Est-ce que c'est vrai ou non? Ah. Petite question, un petit peu d'histoire. Oui, c'est ce que l'on dit, si vous voulez, dans les guides. Voilà. Disons, je vous donne je dirais pas les dernières, parce que, enfin, presque j'ai visité il y a 3 ans et il y a 2 ans encore, j'y suis allé 2 fois, la villa d'Adrien. Je vous donne les dernières informations qu'on m'a données.
ça m'est vraiment très difficile de dire qui a tort ou qui a raison. Hein. Ouais. Il est certain, hein, comme je vous l'ai dit, Adrien était un personnage à la limite insaisissable, hein, qui avait de multiples facettes et bon, un moment, il faut bien prendre position. Alors, peut-être se trompe-t-on de facette. Je ne sais pas. S'il a fait cela pour son favori, c'est quand même une très grande œuvre, c'est quelque chose de magnifique. Oui, alors voilà. C'est vrai que les dernières années de sa vie passent pour avoir été très assombries par la mort de son favori. Qui est mort prématurément, oui. Alors d'où peut-être d'ailleurs cette pièce ronde, hein, ce bâtiment rond, sur l'utilisation duquel tout le monde se pose des questions. Bon, c'est une hypothèse, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Merci. Ouais. D'autres questions? Oui, vous avez fait allusion à la courtisane perse pour les jardins de Babylone. Alors, oui. Il n'y a pas eu d'études de fait justement sur ces jardins en Iran qui sont superbes, qui d'après ce que vous dites, auraient été antérieurs à Babylone. Il n'y a pas eu de recherche de fait. Il y a certainement des... Oui. Alors, comment on peut répondre à ça? À Babylone, alors, si vous voulez, là encore, c'est une querelle d'archéologues, et je suis loin d'être un archéologue. On pense maintenant que vraisemblablement ces fameux jardins suspendus n'étaient pas à Babylone, mais à Ninive. Alors, de là à ce que l'on assimile les jardins suspendus à ce jardin dont je vous ai parlé, qui est le jardin... Attendez, je retrouve ça. Qui serait alors un jardin non pas à Babylone, non pas en Babylonie si l'on peut dire, mais en Assyrie plus au nord. Et d'ici que on pense que ces jardins soient les mêmes, enfin on ne sait pas trop. Si vous voulez, on l'a attribué à Babylone parce que, comme je vous l'ai dit, Babylone, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition sur Babylone qui a eu lieu au Louvre. Là, on montre bien comment on a fait à Babylone une réputation surfaite. Il s'est passé si on pense que tout ce qu'on raconte sur Babylone s'y est passé, ça n'est pas possible. On a donc attribué à Babylone des choses qui étaient ailleurs. Alors, en particulier, ces fameux jardins suspendus. Alors, bon, je vous ai présenté le travail de Koldewey, bon, qui reste encore j'oserais pas dire la version officielle, mais la version la plus couramment admise, mais je ne serais pas surpris que d'ici 50 ans, on trouve autre chose. Alors, il est certain qu'il y a eu des jardins, alors je ne vous ai pas parlé des jardins perses, là aussi on pense, d'ailleurs, si cette fameuse favorite perse voulait retrouver les jardins de son pays, c'est qu'ils certainement ils existaient avant. Donc, alors c'est assez difficile de faire une chronologie des jardins dans l'Antiquité parce qu'on change très facilement de civilisation, on change de pays. Alors, il est certain que les Égyptiens sont d'après ce qu'on connaît, je prends mes précautions, d'après ce qu'on connaît, sont les premiers.
Hein. Ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de doute possible. Hein. La peinture que je vous ai présentée est bien un jardin qui a été créé. La peinture a été faite, pardon, la peinture a été faite, je vous l'ai dit, au XVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, là, bon, il y aurait peut-être, après tout, pourquoi pas, on pourrait très bien trouver des jardins plus anciens. Mais alors, en fait, pour faire une vraie chronologie, il faudrait avoir beaucoup plus d'éléments. On pourrait, si on avait au moins, comme on l'a pour le jardin égyptien, si on avait des plans pour les autres jardins, on pourrait, bon, avec beaucoup de précautions, comparer les plans et essayer de trouver des influences ou enfin, je ne sais pas, des tas de choses. Alors que là, les jardins suspendus, si on va vraiment au fond des choses, ça reste encore une belle hypothèse. Hein.